Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, j'aimerais remercier À Voix égale qui nous a très bien reçus hier soir. Nous avons fait hommage à 10 femmes politiciennes exceptionnelles et aussi à quelques hommes. J'aimerais aussi souligner le fait qu'il y a eu un tremblement de terre terrible au Japon et en tant que directrice générale du Center for Women Politics and Public Leadership, aujourd'hui, c'est la Semaine internationale de la femme. Oui, oui, toute une semaine. J'aimerais que nous soulignions les progrès que nous avons faits. J'aimerais que nous puissions nous appuyer sur les femmes que nous avons écoutées hier et aussi sur les hommes qui se sont battus pour l'égalité, de sorte que nous puissions à l'avenir être assez fortes pour combler l'écart qui malheureusement est là. L'un de ces écarts se manifeste par le manque de femmes dans l'arène politique. C'est ce dont nous avons parlé. L'objectif de notre centre, c'est d'avoir une représentation équitable des femmes dans tous les instituts démocratiques, dans tous les ordres du gouvernement et aussi dans le secteur privé, public et à but non lucratif grâce à la sensibilisation et à l'éducation. Grâce à un leadership, nous pourrons tirer avantage des forces des hommes et des femmes et nous en arriverons à de meilleurs processus décisionnels. Il y a beaucoup de rapports qui prouvent que les femmes font en sorte que les comportements changent lorsqu'elles sont présentes. Cela se constate dans notre contexte actuel. D'après une étude, à la suite de la crise financière aux États-Unis, certains comportements qu'ont affiché les femmes ont été favorables après la crise et ont permis d'améliorer les choses. Malheureusement, le Canada traîne la patte par rapport à d'autres pays en ce qui a trait à la représentation des femmes en politique. Voilà pourquoi nous devons travailler main dans la main, les hommes et les femmes, avec des organisations comme À Voix égale pour assurer l'équité en matière de représentation politique au Canada. C'est un objectif qui touche tout l'ensemble du pays. L'écart est semblable aux États-Unis. Il y a une sous-représentation des femmes dans l'arène politique. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous recevons une experte de renommée internationale. Jennifer Lawless est directrice au Women in Politics Institute et elle travaille également à la American University en tant que professeure agrégée. Elle a été professeure associée à l'Université de Brandon pendant des années. C'est une auteure très prolifique et elle a même coécrit un livre avec Richard Fox. It still takes a candidate. Why women don't run for office. Je ne vais pas énumérer tous ses ouvrages, mais je crois qu'elle a un CV de 17 pages de long. Elle a publié beaucoup d'articles et prononcé beaucoup de discours sur la représentation des femmes dans l'arène politique. Elle contribue aussi, à titre d'analyste politique, à de nombreux médias comme USA Today, Christian Science Monitor. Et sur l'Internet, elle contribue aussi à CNN.com, Fox News, MSNB.com. Elle est également l'éditrice de Politics and Gender et a reçu de nombreux prix dans le domaine de l'enseignement. Alors, j'imagine que vous préférez l'écouter elle-même plutôt que de m'écouter vous raconter ce qu'il y a sur son CV. Jennifer, nous sommes ravis que vous veniez partager vos connaissances avec nous et nous espérons que vous viendrez bientôt et nous espérons que votre prochain livre sera It Took a Candidate et non pas Cela prend une candidate, mais Cela a pris une candidate. Jennifer. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recherche qui explique pourquoi les femmes ne se lancent pas dans la vie politique. Et je vais aussi vous parler de mes propres expériences. J'ai essayé de briguer les suffrages en 2006 au Congrès. Alors, j'espère qu'au cours des 25 prochaines minutes, vous allez en arriver à mieux comprendre les obstacles auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles se lancent dans la vie politique et ce que nous faisons pour abaisser ces barrières. Je crois qu'il vaudrait mieux commencer par vous parler des femmes et des hommes qui ont fait l'objet de ma recherche. Vous savez, mon premier livre a été publié en 2005. Il s'intitulait It Takes a Candidate. Et en 2010, nous avons publié un autre livre à la suite d'une autre recherche et le deuxième livre s'intitulait It Still Takes a Candidate. Et j'imagine que plus tard, ce sera It Really, Really, Really Takes a Candidate. Alors, on est passé de ça prend un candidat, cela prend encore un candidat et cela prend toujours un candidat. Alors, première candidate, une femme de 33 ans. Elle est membre de l'Association du barreau américain. C'est une femme qui participe beaucoup à la vie communautaire de sa localité. Elle suit beaucoup les nouvelles de façon quotidienne. Je lui ai demandé si elle avait déjà songé à se lancer en politique et elle a dit non. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit, moi, je ne me sens pas qualifiée. Il y a aussi Tricia Martinez. Elle me semble être une candidate idéale, professeure en sociologie dans une université du Midwest et elle étudiait la justice et la diversité. Les membres de l'Assemblée législative de l'État avaient souvent recours à son expertise. Elle était très intéressée par la vie politique et même participait déjà dans la vie politique. Mais derrière les coulisses, je lui ai demandé pourquoi ne pas te lancer en politique. Et elle a dit non. J'ai dit mais pourquoi pas? Elle a dit je ne me sens pas qualifiée. Ensuite, un autre exemple. Un jeune homme. Je lui ai demandé à lui aussi s'il avait déjà pensé se lancer en politique. Et il a dit oui, bien sûr. Et j'ai dit, eh bien, pour quel ordre de gouvernement voudrais-tu te présenter? Il a dit, moi, je pourrais me présenter à n'importe quel ordre. Je participe aux réunions du conseil scolaire, à l'échelle étatique également, et il est celui qui pose toujours des questions. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu poses toujours des questions? Il a dit, eh bien, il faut que les gens se rappellent de moi. Voilà pourquoi je me lève et je pose une question. Comme ça, là, ils vont peut-être voter pour moi un jour. Ensuite, un autre exemple, un avocat de la périphérie de Washington. Cet homme-là est très actif également. Il a fait partie du conseil d'administration de bien des organisations. Il suit les nouvelles quotidiennement. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà songé à te lancer en politique? Il a dit, je n'y ai jamais vraiment pensé, mais oui, cela pourrait être intéressant. Après 12 secondes, je lui ai dit, pour quel ordre de gouvernement voudrais-tu te lancer? Il a dit que lorsqu'il était petit, sa mère lui a dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait dans la vie. Il a dit, moi, n'importe quel ordre m'intéresserait. Moi, je suis une spécialiste de la science politique. Et je crois que ces 4 histoires-là ne peuvent être généralisées. Mais c'est le cas de 4000 hommes et femmes que j'ai interviewés dans le cadre de ma recherche. Nous avons établi que il y avait des avocats, des enseignants, des militants politiques et d'ordinaire, ce sont ce type de personnes-là qui se lancent en politique. Alors 50% d'entre eux avaient déjà songé à essayer de briguer les suffrages, mais d'habitude, ce sont davantage les femmes qui ne font que l'envisager. Les femmes ont moins tendance que les hommes à faire à pratiquer les étapes nécessaires, c'est-à-dire en parler aux membres de sa famille et faire un sondage, par exemple. Pour ceux qui y avaient déjà pensé, les femmes, dans une proportion d'1 tiers, avaient moins tendance que les hommes à vouloir se lancer. Mais lorsque ces hommes et ces femmes se lancent en politique, ils ont la même chance d'être élus. Alors, le sexe n'a pas d'incidence sur les résultats de l'élection. Mais puisque les femmes ont moins tendance à y réfléchir, elles décident de moins participer.
nous avions tous ces candidats possibles, mais il y avait 2 fois plus d'hommes que de femmes qui se retrouvaient à un poste électif après les élections parce que les hommes se sont vraiment lancés en politique. Pourquoi est-ce que des gens comme Kevin Kendall pensent qu'ils pourraient se lancer dans n'importe quel ordre de gouvernement alors que d'autres femmes comme Charla et Martinez décidaient plutôt de ne pas se lancer et estimaient qu'elles n'étaient pas qualifiées. J'aimerais vous donner quelques statistiques. Au fil du temps, les gens présument que les femmes deviennent plus qualifiées parce qu'elles deviennent avocates, par exemple, et elles ont davantage d'expérience. Il n'y a pas de préjugés à l'endroit des femmes en politique et c'est de bon augure, mais en ce moment, 83% des membres du Sénat aux États-Unis et 84% des élus du Congrès, 13% des maires et 66% des législateurs aux États-Unis sont des hommes. Il y a plus de 89 pays qui ont davantage de femmes dans leur législature et leur gouvernement que les États-Unis, dans tout le monde entier. Dernièrement, il y a eu une hausse du nombre de femmes qui se sont présentées, qui sont devenues candidates, mais en 2009, pour la première fois en 40 ans, il y a eu un déclin du nombre de femmes qui ont brigué les suffrages. Pourquoi est-ce que les femmes ne briguent pas les suffrages? Eh bien, il faut se poser la question. Ce n'est pas la structure institutionnelle qui les empêche de se lancer. Bon, alors pourquoi? Premièrement, et ce n'est pas surprenant, cela a trait au rôle familial et aux responsabilités. Parmi les candidates admissibles, d'ordinaire, les femmes ont davantage tendance à être mariées et à avoir des enfants. Cela veut dire que pour réussir professionnellement, il faut qu'il y ait certains arrangements qui soient pris sur le plan familial. Ce n'est pas toujours une décision consciente qui est prise, mais nous, le public général, en général, nous ne voyons pas cet écart. De plus, les femmes sont davantage susceptibles que les hommes d'avoir des arrangements classiques sur le plan familial. Par exemple, les femmes qui réussissent très bien sur le plan professionnel sont 10 fois plus susceptibles d'être responsables des tâches à la maison et encore plus susceptibles d'être responsables de l'éducation des enfants. Les femmes ont donc déjà 2 emplois, la famille, le travail, et si elles se lancent en politique, c'est un 3e emploi. Ce n'est pas le cas pour les hommes en général. Mais chez les femmes qui envisageaient de briguer les suffrages, on constate que la plupart d'entre elles ne prennent pas vraiment cette idée au sérieux. J'ai demandé à une femme à Los Angeles si elle envisageait de briguer les suffrages et elle a dit non, j'y ai déjà pensé, mais pas sérieusement. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit moi, je rentre de la maison, je dois m'occuper de mes enfants qui n'arrêtent pas de geindre et je dois préparer le repas et ensuite je dois m'occuper de mon mari qui n'arrête pas de geindre et je dois ensuite aller dormir et me préparer pour le lendemain. Comment est-ce que je vais trouver le temps de me présenter au Congrès? Alors, je crois que c'est un cas de figure qui illustre bien les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. L'attribution des tâches dans les ménages n'a pas beaucoup changé dernièrement, même si les femmes ont pris d'assaut le marché du travail. Mais il y a une bonne nouvelle. Les femmes ont tout de même dit qu'elles seraient prêtes à se lancer dans l'arène politique plus tard lorsque les enfants seraient plus âgés et que les tâches familiales seraient allégées. Alors, si les femmes retardent de façon systématique leur entrée dans la vie politique d'environ 18 ans, cela leur laisse quelques options peu attirantes. Soit il faut qu'elles avancent plus rapidement dans leur carrière ou elles doivent aussi peut-être se lancer dans un ordre de gouvernement beaucoup plus élevé dès le départ. Alors c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de naviguer dans le système politique que les hommes. De plus, les femmes de moins de 35 ans sont confrontées au même type de schéma.
elles sont 5 fois plus susceptibles d'être responsables des tâches ménagères. Mais c'est tout de même difficile d'établir un équilibre entre la vie professionnelle, familiale et la politique. Moi, j'ai pu devenir candidate au Congrès, même si j'avais un emploi à temps plein, mais c'est parce que j'étais célibataire et je n'avais pas d'enfants. Mais vous savez, j'aimerais me marier et avoir des enfants. Alors, si vous connaissez quelqu'un, je vois que vous riez, mais c'est sérieux. Vous savez, mon horloge biologique tourne. Donc, les femmes de moins de 35 ans n'ont pas assumé les mêmes rôles, mais chez les femmes qui doivent assumer ces rôles-là, cela présente des obstacles. Moi, je n'avais pas de mari et d'enfants, alors je pouvais enseigner à temps plein à l'université et je pouvais aussi assumer mon rôle de candidate à temps plein. La raison pour laquelle j'ai réussi à le faire, c'est parce que lorsque je rentrais à la maison, je n'avais pas à prendre soin de quiconque. Je n'avais pas à nourrir quiconque ou à m'assurer que quelqu'un a bien dormi, a bien passé une belle journée à l'école, par exemple. Alors, je pouvais assumer ces 2 emplois à temps plein. Deuxième obstacle, les qualifications sur le plan politique. Moi, si je vous montrais l'expérience, les antécédents et les CV des femmes qui sont candidates, eh bien, si je vous montrais ces CV par rapport à ceux des hommes, vous verriez qu'il n'y a pas de différence. Ces femmes-là ont l'habitude d'organiser des événements politiques, elles ont de bons contacts dans l'arène politique. Mais pourtant, les hommes se considèrent plus qualifiés que les femmes. D'ordinaire, les femmes ont tendance à dire qu'elles ne sont pas qualifiées ou ne sont pas qualifiées du tout même. C'est un obstacle. J'ai aussi constaté que chez les femmes qui pensent ne pas être qualifiées, il n'y a aucune chance qu'elles se lancent dans l'arène politique. Mais chez les hommes qui pensent ne pas être qualifiés, on constate qu'ils ont quand même tendance à vouloir se lancer, même s'ils estiment ne pas être qualifiés. Cela en dit long sur l'équité entre les sexes. Et il y a aussi la question des antécédents et des compétences objectives, qu'il s'agisse d'expérience, par exemple pour parler en public ou d'organisation. D'ordinaire, les femmes ont tendance à dire que oui, elles sont capables de le faire. Un autre argument qui est avancé, c'est que les femmes pensent ne pas avoir la couenne assez dure pour survivre à la vie politique et elles pensent ne pas pouvoir bien se débrouiller dans un milieu local, étatique ou au Congrès. On a l'impression que les femmes doivent être deux fois plus qualifiées que les hommes pour parcourir juste la moitié du chemin par rapport à eux. Je peux vous donner d'autres exemples plus précis issus de mon expérience personnelle. Lorsque je me suis lancée en politique, moi, je me croyais qualifiée. Et 5 minutes plus tard, j'ai eu l'impression que je n'étais pas assez compétente. Mais cela a trait à la réaction des électeurs. Lorsqu'une femme se lance en politique, elle a l'impression qu'elle n'est pas comme les autres candidats. Elle n'est pas fondée sur le même moule que les autres. Moi, j'étais dans la vingtaine. J'ai participé à une activité. Je discutais avec un couple. Nous nous entendions sur le plan politique. Et à la fin, le couple m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de voter pour moi. J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, nous vous embaucherions pour garder nos enfants, mais pas pour aller à Washington nous représenter. Alors, j'ai coupé mes cheveux de 7-8 pouces. Je portais toujours des tailleurs. Je me suis mis à me maquiller beaucoup, à porter des talons hauts. Et après avoir perdu les élections, j'ai recommencé à faire pousser mes cheveux en guise de protestation. Mais quelqu'un m'a dit, n'as-tu pas l'impression que tu essayais de vendre une image qui ne te représente pas? Mais vous savez,
vous n'avez que 45 secondes pour convaincre chaque électeur de voter pour vous. Vous voulez parler de la guerre en Irak, de l'avortement, de toutes sortes de questions importantes. Moi, je ne voulais pas parler de mon décolleté ou de la hauteur de mes talons. Il y a donc beaucoup d'éléments et j'ai mis ma casquette de politicienne et j'ai essayé de ressembler à tout le monde. Mais les commentaires n'ont jamais cessé. J'ai rencontré un jour une femme qui m'avait promis la lune, mais qui bien sûr ne l'a pas fait. Nous devions amasser des fonds ensemble. Et enfin, elle m'a donné un numéro de téléphone et je croyais que c'était le numéro de téléphone de quelqu'un qui était intéressé à contribuer à ma campagne. Mais non, c'était le numéro d'un coiffeur. Elle voulait que je me fasse faire des mèches. Nous avions à ce moment-là recueilli 400 000 $. Alors tout mon temps, je le passais à rencontrer des électeurs. Alors pendant les 72 dernières heures de la campagne, je l'ai passé dans les épiceries. Alors il y a une dame qui m'a reconnu tout d'un coup et elle m'a fait un câlin, elle m'a dit « Oh, ne t'en fais pas ». Je me suis dit « Oh, mon Dieu, ne t'en fais pas, tu vas remporter les élections ou bien ne t'en fais pas, ta campagne est géniale ». Et puis là, mais plutôt, elle m'a dit « Écoute, ne t'en fais pas, tu n'as pas l'air aussi grosse que ce que tu as l'air à la télé ». J'avais envie de lui dire « Mais mon Dieu, qui est-ce qui t'a élevé ?» Et puis, je me suis rendu compte que c'est ça le problème. Les femmes ne pensent pas avoir une carapace assez épaisse pour se prémunir de ce genre d'observation. Si vous m'aviez dit que quelqu'un me dirait ça 6 mois avant la campagne, je ne l'aurais pas cru. Je serais probablement fondu en larmes. Alors, on retrouve cette carapace assez rapidement. Et les femmes ne se rendent pas compte qu'on trouve ce genre de qualité très rapidement. Je ne dirais pas que c'est juste, c'est équitable, mais c'est assez rare. Je ne vous ai pas raconté les pires histoires. Je ne vous ai pas dit raconter les 99% des fois que j'ai rencontré des gens et que c'était incroyable et génial et que j'ai appris plein de choses de la part des électeurs et que ça fait en sorte que je suis une personne beaucoup mieux que ce que j'étais, plus agréable qu'auparavant. Mais on a tendance à se voir tel qu'on est à l'heure actuelle et non pas comme on sera au moment de briguer des suffrages. Les femmes sont moins susceptibles que les femmes d'avoir quelqu'un leur dire « Écoutez, pourquoi ne briguez pas un poste électoral ?» Il y a moins de gens, des membres de leur famille qui vont leur proposer ce genre de choses. Mais lorsque quelqu'un leur propose et qu'elles se rendent compte que c'est ce qu'on leur conseille, elles ont tendance, tout autant que les hommes, à répondre de façon positive. Mais de façon anecdotique, il faut peut-être qu'on le répète plus souvent aux femmes. Je vous donne 2 exemples rapides. J'ai interviewé une femme lorsque j'écrivais mon livre et je lui ai demandé « As-tu déjà songé à te présenter ?» Elle m'a dit non. Mais après une vingtaine de minutes, elle m'a dit qu'elle avait déjà rencontré le maire, tout récemment le maire de sa ville, et qu'elle était intéressée à réformer le système d'éducation. Elle avait rencontré le maire parce qu'elle estimait que c'était important que le maire, la ville, tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Alors, le maire l'a rencontré pendant un bon moment et lui a dit, écoute, le problème, c'est que le conseil scolaire ne veut pas participer, mais il lui a dit, il y a un poste qui peut être brigué et tu devrais essayer de l'obtenir. Comme ça, tu pourras changer la politique du conseil scolaire. Je lui ai dit, mais c'est excellent, tu m'as dit que tu ne songerais jamais à briguer les suffrages. Et elle m'a dit, ben écoute, le maire n'était pas sérieux. Mais écoutez, ça c'est comme un véritable rêve. Le même jour, j'ai posé les mêmes questions à un homme et il m'a dit, ah, je suis très heureux que vous me posiez cette question. La semaine dernière, on m'a demandé de briguer les suffrages. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il devait faire une escale à Chicago et son vol a été retardé. Alors, il s'est rendu au bar de l'aéroport, il a commandé un verre et CNN était à la télé
diffusé à la télé. Et lorsque son vol a été prêt à partir, il lui a dit, écoute, tu connais plein de choses et puis tu devrais briguer les suffrages. Et cet homme s'est dit, bon, voilà, je devrais vraiment le faire. J'ai l'impression qu'on offre les clés de la ville à bien des femmes un peu partout et puis elles ne songent même pas à briller les suffrages, tandis qu'un barman peut suggérer à un homme, d'après ses commentaires, qu'il se présente en politique et il va le prendre sérieusement. Alors tout ça interagit avec les doutes ayant trait aux qualifications. Par contre, la bonne nouvelle, on peut changer les choses très facilement. L'effet qu'un collègue qui veut recruter une femme a le même effet que s'il s'agissait d'un politicien. Alors que si vous voyez une femme qui pourrait faire un excellent candidat, dites-lui peut-être 17 fois qu'elle devrait songer à briguer les suffrages. Et si on recrute souvent, on trouvera des gains importants. On peut voir que les hommes et les femmes qui briguent les suffrages à l'université ou ailleurs sont plus susceptibles de se lancer en politique plus tard dans la vie. Alors si on peut recruter des femmes lorsqu'elles sont jeunes et soutenir ces efforts, on pourra faire une différence. Alors pourquoi est-ce que tout ça c'est important? Moi je dis que c'est important pour 3 raisons. Et le fait que vous soyez ici compte dans ces raisons. Il semble y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas avec un système politique où les femmes représentent 52% de la population et moins de 20% des agents élus. Aux États-Unis, on n'a pas de problème pour travailler avec d'autres pays, pour leur dire de tenir compte des genres lorsqu'ils s'établissent leur forme de gouvernement, mais pour nous, ce n'est pas important. Il y a aussi les styles de leadership, de collaboration. Lorsque les femmes participent à des débats, des délibérations, plus il y a des chances qu'il y ait davantage de débats, de délibérations et de résultats unanimes. Si un comité prend une décision unanime, cela aura souvent une incidence sur la façon dont le projet de loi sera traité ultérieurement. Troisièmement, les femmes sont plus susceptibles que les hommes à mettre la priorité pour les familles et les enfants. Cela ne veut pas dire que la famille est plus importante que le parti. Le parti indiquera l'orientation à suivre, la façon dont les femmes voteront. Mais le fait est que les femmes vont s'occuper davantage de questions touchant les femmes et les familles. Alors, si on veut que les intérêts d'une grande partie de la population soient représentés, il faut que des femmes soient élues. Alors, en terminant, j'aimerais vous inciter toutes, à encourager une femme à se présenter en politique. Si on le faisait, on se retrouverait dans une toute autre situation qu'à l'heure actuelle. Et je pense qu'il s'agit d'une crise assez importante. Les femmes ne décident pas de ne pas se lancer en politique parce qu'elles trouvent que c'est pas intéressant. Elles décident de ne pas le faire parce qu'elles ne se rendent même pas compte que c'est une possibilité pour elles. Les femmes sont moins susceptibles d'un tiers de devenir des médecins ou des avocats. Et si je vous disais ça, vous diriez c'est un problème dans la société. Mais lorsque les statistiques sont les mêmes pour les politiques, personne ne dit rien. Alors c'est lorsqu'on rédige les lois et qu'on les adopte qu'il faut penser à l'avenir des femmes. Alors je vous incite à recruter des femmes pour la politique et à encourager-les à tenter leur chance. Merci beaucoup. And we have time for, I think, about 2 questions, if anybody has a question. Je pense que nous avons le temps pour 2 questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Les femmes qui veulent briguer les suffrages, et si elles sont incitées à le faire par un homme ou une femme, est-ce que le rôle de cette personne dans la société joue un rôle sur la façon dont elles prendront au sérieux cette proposition?
La plupart des gens qui briguent le suffrage sont des hommes. Alors, la plupart des femmes qui ont été recrutées l'ont été faites par des hommes. Et ces messages ont la même résonance que si elles avaient été recrutées par des femmes. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut commencer à augmenter le nombre de femmes qui sont recrutées. In terms of stature, ce n'est pas forcément un problème de la poule ou de l'œuf. Les éducateurs avaient moins tendance et les hommes d'affaires, les femmes d'affaires également. Alors, peu importe si vous vous trouvez dans des postes plus prestigieux ou pas, vous auriez moins tendance à briguer les suffrages si vous étiez une femme. Mais si un autre politicien encourage un candidat, ça n'a aucun lien, que ce soit vos collègues à l'école secondaire, qui vous encourage à briguer les suffrages, c'est tout aussi important que si c'est un politicien. Le rôle des politiciens, des chefs de parti devient plus important, mais pour faire en sorte que vous soyez intéressé, peu importe la source, la personne qui vous incite à briguer un poste, ça n'a aucune différence. Écoutez, vos histoires sont très intéressantes. Je suis Janice Kins. Je représente à voix égale et par rapport à vos observations, savoir qu'il faut demander bien souvent, plusieurs fois aux femmes, de briguer les suffrages. Moi, on m'a proposé bien des fois et finalement, avant Noël, juste avant Noël, je pensais plutôt que je devais briguer les suffrages, mais on m'a finalement demandé avant Noël et j'ai choisi de le faire. Bonjour. Merci de votre exposé. Je suis Heather Jane Robertson et je fais également partie de la Voix égale. Je pensais au taux de récidivistes. Pour les femmes qui se sont déjà présentées à des élections et qui n'ont pas gagné, et par rapport aux hommes dans la même situation, est-ce que votre recherche indique des écarts par rapport à d'autres qui briguent une deuxième fois? Il me semble que dans les biographies de politiciens, de politiciennes qui ont réussi, il me semble qu'ils briguent plus d'une fois les suffrages. Je dois dire que certaines personnes m'ont posé la question de façon interrogative. « Ah, vas-tu te présenter une nouvelle fois? » Mais ce n'était pas comme un encouragement comme lors de la première fois. Alors, y a-t-il un écart entre les sexes? À ce que je sache, et d'après ce que les autres chercheurs ont trouvé, il n'y en a pas. Mais la majorité des hommes qui se présentent perdent la première fois. Il en est de même pour les femmes. Et la plupart des candidats se représentent par la suite. Mais il y a beaucoup plus d'exemples d'hommes qui se représentent une deuxième fois ou plus que de femmes, parce qu'il y a tout simplement davantage de candidats masculins que féminins. Alors on pourrait présenter des exemples de femmes qui décident de ne pas briguer les suffrages de nouveau, mais je pense que c'est parce que ce n'est pas vraiment représentatif. On pourrait même dire la même chose pour les femmes en politique et qui sont bien connues à l'heure actuelle. On peut voir Nancy Pelosi, Sarah Palin, Hillary Clinton. Ce sont des femmes bien connues, mais elles cachent la sous-représentation des femmes en politique. Je suis Maria Fitzpatrick, je suis la vice-présidente régionale pour l'Alliance de la fonction publique pour la région de la Capitale-Nationale. Je pense que je peux témoigner par rapport à ce que vous avez dit d'une carapace épaisse. Écoutez, ça m'a pris plus de 10 minutes avant de l'acquérir. Ça fait 10 ans et je pense qu'elle est beaucoup plus coriace que la plupart de mes collègues masculins. Je pense qu'ils ne doivent pas faire face aux observations qu'on m'adresse. Et selon ma propre expérience, je pense que ça a fait une différence
pour ce qui est de passer à travers les difficultés que j'ai rencontrées au cours des 3 dernières années. J'ai entendu une jeune autochtone parler hier qui a vraiment participé en politique à partir d'un très jeune âge. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'il s'agissait de politique. J'espère qu'elle va poursuivre. J'espère que vous allez vous présenter. Et j'ai un don pour vous si vous voulez vous représenter de nouveau. Alors, merci beaucoup pour un exposé, un excellent exposé. Merci à vous. Okay. I've been told this is the last question. Yes. On m'a dit que c'est la dernière question, bien que je pourrais continuer. Oui, je suis Denis Sellé et nous avons une question provenue du web. Elle est posée par Karen et elle dit que bien que de nombreuses femmes ne briguent pas les suffrages, elles participent à la politique par le biais des ONG. Pensez-vous que c'est une façon que les femmes ont de participer et est-ce aussi efficace que si elles s'engageaient plus activement en politique? Écoutez, c'est une excellente question parce qu'on a posé des questions aux hommes et aux femmes d'établir une part de priorité, des façons dont ils pourraient participer en politique, c'est travailler dans les coulisses plutôt, recueillir des fonds, etc., etc. Et l'option la moins intéressante pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire 90% d'entre eux, c'était de briguer les suffrages. Et même quelqu'un a dit, je préférerais avoir un traitement de canal que de me lancer en politique. Alors, les femmes sont plus susceptibles de ne pas être intéressées par la politique. Mais les hommes ont plutôt tendance à se lancer quand même. Ils se rendent compte que c'est une façon d'avoir beaucoup de pouvoir et d'être très visible. Alors, je ne découragerai pas les femmes intéressées par la politique de travailler pour des ONG ou de faire ce genre d'activité, mais en fin de compte, ce sont les élus qui déterminent les politiques. Et ils peuvent être influencés par d'autres groupes, mais en fin de compte, ce sont les politiciens qui votent en dernier lieu. Alors, s'il n'y a pas suffisamment de femmes parmi eux, je ne pense pas qu'on puisse réussir à faire avancer nos dossiers de façon indirecte. Est-ce qu'on peut prendre d'autres questions? Bonjour, je suis de la Saskatchewan. Vous avez dit que la plupart des candidates sont des avocats, des enseignants, etc. Pensez-vous que les gens ont un préjugé à votre égard parce que vous êtes en sciences politiques? Non, en fait, les enseignants sont la troisième profession la plus représentée. Les gens ne se rendent pas compte que les gens qui étudient en Sciences Po ne connaissent rien de la science. Écoutez, ironiquement, je pense que j'ai été perçu comme ayant de l'expertise en matière de politique publique que je n'avais pas. Pour moi, le plus grand défi, c'était que j'étais relativement nouvelle à Rhode Island et j'étais jeune. Alors, tous ceux qui avaient des doutes sur mes qualifications, c'était des doutes que je m'imposais à moi-même. Mais je pense que personne n'a jamais questionné mes qualifications à cet égard. J'aimerais également mentionner que les gens se disent « Oh, les femmes ne veulent pas entrer en politique parce que tout ce qu'elles ont fait sera présenté dans des campagnes négatives. » Mais j'ai pu vous dire que près de 65% des femmes disent qu'elles ne seraient pas intéressées à briguer les suffrages parce qu'elles ne veulent pas faire de campagne négative. Mais je peux vous dire d'emblée que le jour où vous commencez à faire des campagnes négatives, c'est le jour où vous devenez véritablement un candidat officiel. Ma campagne a duré environ 16 mois
Et c'est après 4 ou 5 mois avant les élections que mon adversaire s'est rendu compte que j'étais peut-être une menace. Alors tout ce que j'avais fait, toutes les citations que j'avais fait dans les médias a été ressorti. Et les gens en discutaient. J'ai trouvé que ça allait, ça m'a un peu surpris, mais j'ai pu voir que mon candidat, mon adversaire plutôt, était préoccupé. Mais j'étais toujours occupé. Je passais des trentaines d'heures par semaine à faire des appels. Il y a la télé qui était sur le canal CNN. Et puis, à l'écran, j'ai vu comme une image déformée de mon visage. Et là, on disait que je déformais la vérité. Et tandis, il disait que moi, je mentais, et puis lui, il sauvait les enfants, et puis envoyait le drapeau de façon très patriotique. Et j'étais vraiment intéressant de voir cette publicité. J'étais vraiment heureuse de voir qu'il avait dépensé des centaines de milliers de dollars pour remettre mon intégrité en question. Je n'aimais pas que les gens me prennent pour une menteuse, mais peu importe. Tout ce que les gens peuvent ressortir, ils s'en servent pour utiliser une campagne contre vous. Et lorsque ça se produit, ça veut dire que c'est une course très serrée. Par ailleurs, il y a 525 000 postes élus aux États-Unis et la plupart d'entre eux sont à un niveau local. Alors, bien des fois, les gens ont peur que les médias ressortent des éléments négatifs, mais en fin de compte, la plupart du temps, il n'y a pas de couverture médiatique. Alors les femmes se disent, écoutez, je ne sais pas si je peux faire campagne comme Hillary, mais vous n'avez pas à le faire, personne ne prête attention. Alors il ne faut pas être en mesure d'être prête à se présenter à la présidence pour briguer des petits postes élus dans bien des villes. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Merci de votre exposé, c'était vraiment intéressant. Moi, je suis particulièrement intéressé par la distinction que vous faites entre les hommes et les femmes qui songent à briguer les suffrages et ceux et celles qui le font en réalité. Et ceux qui empêchent ces personnes de se présenter. Vous avez parlé de masse critique et je me demande, étant donné que les personnes qui les empêchent jouent un rôle, y a-t-il des changements systémiques ou institutionnels qui pourraient les inciter, peut-être des incitatifs électoraux qui pourraient les aider à atteindre cette masse critique? Commentaire inaudible pour l'interprète. Bonjour, je suis Sandra de McGill. J'étudie également en sciences politiques. Moi, par rapport à votre expérience, c'est-à-dire que vous êtes présenté si jeune et que vous avez essayé d'obtenir du soutien des donateurs et des gens avec qui vous avez dû parler, y a-t-il un rôle que les jeunes femmes peuvent jouer en matière de politique, étant donné qu'on n'a pas d'expérience, contrairement aux femmes plus âgées? Que diriez-vous à ces supporters potentiels? Que pourriez-vous leur dire, étant donné qu'on a en général moins d'expérience? Et cela sape nos possibilités. Écoutez, je vais répondre à la première question. Pour ce qui est de la masse critique et d'incitatifs électoraux, je pense qu'il ne fait aucun doute que il y a des incitatifs électoraux qui pourraient faire en sorte que les hommes et les femmes brigueraient davantage les suffrages. Mais je me demande si ça aurait vraiment une incidence sur les sexes, parce qu'il y a quand même davantage d'hommes qui sont intéressés à se lancer en politique. Il n'y a aucune preuve pour suggérer que les gens qui
empêchent les autres de se présenter ou qui surveillent les candidats, qui nomment les candidats, empêchent les femmes de se présenter. Ils recrutent surtout dans leur réseau et il s'agit essentiellement d'hommes. Alors si on laisse savoir aux élus qu'il est important d'inciter les femmes à se présenter en politique, ça permettrait de changer les choses. Lorsque les femmes se présentent, elles ont autant de succès que les hommes et elles recueillent autant de fonds que les hommes. Et lorsqu'elles se présentent, autant d'hommes que de femmes sont prêts à les soutenir. Alors, il n'y a rien vraiment qui empêche les femmes à se présenter. Alors, cela permet aux décideurs ou aux cerbères, il faut leur dire qu'ils doivent recruter des femmes. Pour ce qui est des messages à l'intention des jeunes femmes, votre question est intéressante et je ne veux pas vous mettre sur la sellette, mais vous mettez vos qualifications en doute comme toutes les femmes de moins de 35 ans et ça fait partie du problème. Qu'est-ce qui dit que vous n'êtes pas qualifié? Avez-vous déjà jeté un coup d'œil aux hommes politiciens? Écoutez, un homme se lève un matin et se dit « Tiens, je vais devenir président aujourd'hui. » Tandis qu'une femme se réveille et se dit « Oh, moi, je ne sais pas si je suis qualifiée pour être une assistante. » Pourquoi? Au moins, les jeunes femmes représentent tout ce qui n'est pas politique en ce moment. Il y a un sentiment anti-politique, anti-establishment qui est là en ce moment dans mon pays. Et en élisant une jeune femme, on exprime cet esprit réfractaire. Je dois vous dire que moi, lorsque je rencontrais quelqu'un, qui que ce soit, je m'empressais d'avancer que 70% des jeunes dans le Rhode Island performaient moins bien à l'école que d'autres. J'avais des citations d'experts. Personne ne remettait en question mes connaissances, ni mon intelligence. Mais 95% du temps, lors de ces conversations, on ne parlait que de ma réussite potentielle. Les gens ne veulent pas voter pour vous parce que vous êtes intelligent et vous représentez le changement. Ils votent pour vous parce qu'ils savent que vous pouvez vraiment gagner. Et cela a plus trait à l'expérience qu'aux échanges interpersonnels. Il n'y avait pas de républicain qui s'est présenté contre moi à l'élection générale. Alors, le siège était acquis aux démocrates et j'étais dans un État relativement démocrate et dans un district démocrate. L'autre candidat avait voté 12 fois pour la guerre en Irak. Il était contre il n'était pas pro-choix. Et moi, je disais aux gens qu'il fallait apporter un changement, que 60% du temps, ils votaient avec les républicains. J'avais ces renseignements-là que je pouvais transmettre aux gens. Je pouvais expliquer que je pourrais gagner la campagne pour telle et telle raison. Alors, c'est important. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas bien ce que vous dites. Ils s'occupent de la forme, mais pas du fond. Le fond, c'est important, c'est la substance. Les gens veulent seulement savoir que vous êtes un candidat qui peut vraiment être élu et qu'en vous appuyant, et leur vote ne sera pas perdu. Merci beaucoup. Merci, Jennifer. J'invite maintenant Susan Crystal, qui travaille à l'ambassade américaine. Bonjour. Ce sera difficile pour moi d'être aussi bonne que la conférencière précédente. D'abord, j'aimerais dire que je suis ravie de ce partenariat avec l'Université Carleton et à voix égale. Je remercie Madame Lawless d'être venue se faire entendre ici au Canada. Je dois dire que c'est bien d'avoir des dialogues entre des gens de pays différents. Il y a toutes sortes d'occasions d'échanger des idées dans le cadre de
tribune comme celle-ci. Hier, j'ai eu un avant-goût de ce qui s'en vient, car nous avons eu une vidéoconférence avec des missions d'autres villes. Et une seule minute après, j'ai reçu un texte de mes collègues à Calgary et ils ont dit « Oh, tout le monde est très enthousiasmé à Calgary, nous avons bien aimé cela. » Alors, c'est très intéressant de parler des femmes, des filles, un peu partout au monde. Hillary Clinton a mis l'accent là-dessus en sa qualité de secrétaire d'État. Et elle dit qu'il faut appuyer les jeunes filles et les jeunes hommes un peu partout au monde. Et nous avons une organisation qui est un peu le pendant de À Voix égale. Il s'agit de Vital Voice. Et nous allons essayer un jour d'organiser une activité avec cette organisation car ce serait une bonne occasion d'échanger des idées sur ce qui se fait un peu partout au monde. Comme Jennifer l'a dit, nous pouvons tirer des leçons de ce qui se passe ailleurs au monde. Cette semaine, la secrétaire a participé à certaines activités dans le cadre de la Semaine internationale de la femme. Elle a entrepris de créer le prix international du courage qui est destiné aux femmes et elle remet ce prix-là à des femmes qui travaillent dans le domaine de la condition féminine, par exemple, et qui cherchent des façons d'appuyer les femmes et les filles. La nouvelle première ministre de l'Australie, Julie Gillard, a reçu ce prix. Et il y a aussi d'autres pays comme par exemple Costa Rica, Cuba, la Biélorussie, le Kyrgyzstan qui ont attiré notre attention. Cette année, c'est la première fois que c'était des politiciennes qui recevaient le prix. Il y a la présidente d'une organisation en Hongrie qui est d'origine rome. La secrétaire a donc fait mention de ces prix qui ont été décernés. Nous avons une très grande diversité à cet égard et c'est important pour nous que les femmes puissent se faire entendre dans les dialogues internationaux. Enfin, j'aimerais vous dire que ma fille de 15 ans suit un cours sur la condition féminine à l'école. Elle a entendu parler du mouvement des suffragettes aux États-Unis, au Canada, et puis elle y réfléchissait et se disait... Je me rappelle que dans le film Mary Poppins, il y avait une scène où on voyait des femmes qui disaient « Votez pour les femmes ». Et j'étais ravie de voir qu'elle a établi ce lien-là. Alors, il faut voter pour les femmes et puis voter pour Jennifer si elle décide de briguer encore une fois les suffrages. Au nom de tout le monde ici présent, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir et bon courage et merci. Merci.